Bonjour. Avant de se lancer vraiment dans le sujet, je vais vous parler brièvement de cette région du monde qui s'appelle la Mélanésie, qui se situe au nord-est de l'Australie. La Mélanésie a été une région qui a été assez préservée du monde moderne, on va dire, jusqu'à la fin du 19e siècle. Au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, les premiers colons ont commencé à venir d'Australie et pas mal d'Europe. C'était l'époque aussi où on commence à arriver en Australie. Et ces premiers colons ont fait la rencontre des Mélanésiens. Évidemment, comme toute colonisation, ça ne s'est pas forcément très très bien passé, souvent pour les gens chez qui on arrive. Ce qui s'est passé là-bas, c'est que la rencontre de ces deux cultures, la culture des Européens d'un côté et les croyances que pouvaient avoir les Mélanésiens, qui vivaient plutôt tranquillement, qui vivaient de l'agriculture principalement, a créé différents mythes, différents cultes qui sont élaborés de manière différente en fonction des îles. Juste, on va parler de celui qui est le plus connu, qu'on prend souvent en exemple, qui est celui qui s'est créé sur l'île de Tanna, qui est une petite île vers le centre. Elle n'est pas sur la carte. Mais l'idée dans cette île, ce qui s'est passé, c'est que les Américains, pendant la guerre 39-45, sont venus installer des bases aériennes. J'ai pas... sont venus installer des bases aériennes. Donc ces bases aériennes, ils ont commencé à construire les bases, à construire des pistes d'atterrissage, à construire des tours de communication. Et donc les habitants de Tana ont vu ces gens arriver et voir que ils faisaient relativement pas grand-chose. Ils parlaient dans des espèces de micros avec des trucs sur la tête et il y avait des avions qui venaient se poser. Et de ces avions, les GI pouvaient décharger de la nourriture et du matériel. Donc ils se sont dit, ils ont quand même trouvé une plutôt bonne combine. Ils ont l'air de faire relativement rien et pourtant on leur amène des trucs. Ils avaient assez peu de contexte par rapport à ce qui était fait à côté, ce qui était fait par les Américains ailleurs, sur les autres îles. Ce qui permettait aux Américains de recevoir donc, tout ce qui était culture et agriculture pour les Américains, mise en boîte, du corned beef et ainsi de suite, qu'on leur livrait par avion. Donc ils se sont dit, mais en fait, si on fait comme eux, peut-être que nous aussi, on va commencer à recevoir des avions qui vont nous amener, enfin, des trucs qui vont nous amener à manger. En plus, les Américains avaient besoin de main-d'œuvre, donc ils ont commencé à embaucher les Mélanésiens en tant que main-d'œuvre. Les Mélanésiens ont commencé du coup à décharger des avions. Les Américains, pour les payer, leur filaient la marchandise des avions. Donc ils se sont dit, en fait, ça marche vraiment. Si on les aide, si on fait comme eux, on reçoit nous aussi, euh, de cette divinité, a priori, on reçoit aussi des cadeaux. À la fin de la guerre, les Américains sont partis. Évidemment, tout ça s'est arrêté petit à petit. Les Mélanésiens ont continué d'entretenir les pistes d'atterrissage. Ils ont commencé à construire des avions en bois pour essayer de faire revenir d'autres avions, pour attirer d'autres avions qui viendraient leur apporter des choses. Donc comme on voit, en fait, ils n'avaient aucune maîtrise de ce qui était fait ailleurs, de ce qui permettait aux Américains de recevoir tous ces vivres. Les différents cultes qui sont nés à cette époque, on parle de cargo culte dans cette région, notamment parce qu'au départ, c'était des avions cargo et des bateaux cargo qui arrivaient. Et donc ce terme, en fait, il a été repris souvent pour parler de ce qu'on fait dans la science et ce qu'on fait particulièrement bien dans l'informatique, qui est de voir ce que font les gros acteurs de la communauté et de se dire on va faire exactement comme eux. En l'occurrence, voir ce que fait Google, Facebook et se dire en fait, on va faire comme ces gens-là parce que ça marche très bien pour eux. Et donc, on copie, on utilise les mêmes stacks techniques qu'eux sans voir que ces gens-là, ils ont des équipes techniques qui sont 100 fois supérieures aux nôtres en termes de personnes et de moyens. Brièvement, je m'appelle Charles, je suis Selragdé, je travaille chez Vaneos. On est une marketplace du voyage, donc si vous voulez partir en Mélanésie, on peut faire ça pour vous. Je blogue un peu, j'ai 29 ans, et à écouter mes collègues, je suis un vieux con. C'est dommage, si jeune. Je suis un vieux con parce que j'ai beaucoup de mal à voir les conférences où quand on parlait un peu ce matin ou quand on repart tous de conférences, on est en train de se dire qu'on a tous des stacks un peu de merde. Et on va se dire, on aimerait bien nous aussi avoir des chatbots, du Kafka, ça c'est pour cet après-midi, du Node.js parce qu'on n'en a pas, avoir un peu de tout, faire du DDD tout le temps, peu importe, du REST, du GraphQL, avoir du Kubernetes, du Docker. Et c'est devenu un jeu pour mes collègues en fait. Mes collègues viennent me voir, ils se mettent à côté de moi, ils font, on va faire un nouveau microservice, l'API sera du GraphQL. Évidemment, ça m'énerve un peu. Et je la regarde, je fais, les gars, vous n'avez pas besoin de ça. Comme d'habitude, tu es toujours en train de nous dire ça. Vous n'avez pas besoin de ça, pourquoi? Vous n'avez pas besoin de ça pour faire votre travail. Votre travail, notre travail à tous, je pense qu'on a une majorité de développeurs dans la salle, et d'ailleurs ça ne concerne pas que les développeurs, a priori ça nous concerne à peu près tous dans la salle, c'est d'apporter des solutions aux problèmes de nos utilisateurs. Dans cette phrase, il y a deux choses complètement différentes, il y a deux parties.
On est là pour apporter des solutions. Ça veut dire qu'en tant que développeur, on n'est pas là juste pour pisser du code, comme certains aiment à le croire. On est vraiment là pour réfléchir, pour travailler en collaboration avec les PM, les PO, les designers, les personnes métiers, pour être en mesure d'apporter des solutions et réfléchir, pas juste là pour les développer. L'autre partie, c'est aux problèmes de nos utilisateurs. Ce qui est intéressant là, c'est de voir qu'on fait ça pour résoudre des problèmes, on ne fait pas ça juste pour le fun. Et que si nos utilisateurs viennent sans problème ou qu'on ne comprend pas leurs problèmes, on va vraiment avoir du mal à travailler avec eux. Et j'insiste sur le problème de nos utilisateurs, c'est-à-dire des problèmes réels et pas des problèmes qu'on pourrait inventer, des problèmes qu'on pourrait imaginer quand on les voit. Évidemment, à partir du moment où on est en mesure d'apporter plusieurs solutions, il va falloir les mettre en relation les unes avec les autres. Une mesure qui peut être intéressante à prendre en compte quand on parle de solutions pour les mettre en relation, ça peut être la complexité. Pour faire simple, et pour le reste de la conférence, j'aimerais que vous ayez une définition assez simpliste de la complexité. On va dire que la complexité, c'est le nombre d'éléments nécessaires à avoir dans la tête pour comprendre un système. Plus la complexité va être élevée, plus on va avoir besoin d'avoir un grand nombre d'éléments dans la tête pour appréhender le système. A contrario, avec un système plutôt simple, on va pouvoir... Ça c'est éteint, on s'en fout. On va pouvoir raisonner avec un petit nombre d'éléments. J'en ai un deuxième, c'est pas grave. On va pouvoir raisonner avec un petit nombre d'éléments pour comprendre le système. Évidemment, ça a des répercussions. Comme je me suis désigné comme vieux con, je prends des références de vieux. Je vais prendre les Shadocks des années 60. Je vais vous faire croire que j'étais né à l'époque. Les Shadocks sont des animaux, c'est un dessin animé des années 60. Ce sont des animaux un peu couillons qui vivaient sur une planète un peu bizarre. Et ils avaient une particularité principale, c'est qu'ils avaient 4 cases dans leur cerveau. Un Shadok est capable de connaître 4 choses à un moment donné. Là, en l'occurrence, ce Shadok-là, c'est dire 3 mots, ga, bu et zo, et est capable de marcher. Ce qui est plutôt pratique, déjà, pour commencer. Alors, on est quand même tous plutôt mieux lotis que les Shadok. On est capable de connaître énormément d'informations à un moment donné. En revanche, on a un deuxième type de mémoire qui s'appelle la mémoire de travail. Et cette mémoire de travail est limitée en espace. D'après plusieurs études, en fait, la mémoire de travail se situe autour de 7 éléments, plus ou moins 2. Donc on est capable soit d'appréhender jusqu'à 9 éléments à un moment donné pour travailler quelque chose, soit un peu moins. C'est plutôt mon cas, je pense. J'ai vraiment du mal avec les trucs un peu complexes et pour travailler. C'est important parce que si on veut être en mesure de travailler, du coup, on doit avoir ces choses-là en tête et travailler avec, les manipuler. Jusque-là, je vous ai un peu menti aussi. Ça commence. Quand on parle d'un projet informatique, il y a différents types de complexité. Il y a la complexité qu'on appelle essentielle, qui est la complexité du problème qu'on veut traiter. C'est la complexité qu'on va partager avec nos utilisateurs. C'est la complexité du métier. C'est les problèmes avec lesquels on va pouvoir discuter avec nos utilisateurs. C'est le problème qu'ils veulent traiter eux, c'est celui pour lequel ils sont venus nous voir au départ. La deuxième complexité, c'est la complexité obligatoire. Cette complexité, c'est la complexité que nous allons ajouter pour pouvoir apporter une solution à leurs problèmes. Je ne sais pas si on est beaucoup à faire du web ici, mais moi je bosse pour un site web, donc du coup la complexité avec laquelle on vient, nous, c'est de mettre en place un serveur web, des bases de données, gérer des disques durs, gérer du réseau, et ainsi de suite. Donc cette complexité, on est obligé de la mettre en place pour pouvoir servir un service sur le web. Et le troisième type de complexité, qui est déjà un peu plus gênant, c'est la complexité accidentelle. La complexité accidentelle, c'est cette complexité qu'on rajoute à nos projets sans trop la voir, en général. On ne sait pas pourquoi elle est là. Elle arrive petit à petit parce qu'on ne fait pas vraiment attention à ce qu'on fait. C'est tout ce qu'on rajoute dans nos projets sans les voir et qui ne répond pas à un besoin aussi bien de nos clients, de nos utilisateurs, ou un besoin vraiment technique de notre part. Et chaque ajout dans le code augmente la complexité. On va faire ça simplement. Chaque nouvelle ligne dans le code, on va devoir la comprendre, on va devoir l'analyser, quand on va devoir venir dessus, il faudra la comprendre, ainsi de suite. Et là où j'ai un problème avec les buzzwords, c'est qu'en général, c'est des outils qui déjà viennent avec énormément de code et qui apportent énormément de complexité. Ils apportent énormément de complexité et en plus, ils apportent une complexité qu'on ne voit pas. En général, quand on regarde une présentation sur une nouvelle techno, le speaker va nous présenter tous les intérêts de cette techno et il ne va pas nous dire que, effectivement, derrière, il y aura peut-être quelques autres trucs à mettre en place. On va voir le bon côté, on va voir le Hello World qui se passe bien et on ne verra pas toutes les galères qu'il y a derrière.
L'autre point, on pourrait se dire que comme on n'a pas développé cette partie-là, cette complexité, on s'en fout. Ce n'est pas tout à fait vrai. Du point de vue de nos clients, on pourra leur expliquer demain, quand le service va tomber parce qu'on a eu un bug au fin fond de Redux ou que l'infra Kubernetes s'est cassé la gueule, que ce n'est pas vraiment de notre faute, qu'on n'a pas développé cette partie-là. Lui, en soi, il s'en fout complètement. Ça ne le regarde pas. Finalement, on a mis ces choses dans nos projets, on doit les maintenir. Bienvenue. Je fais comme si tu n'étais pas là. Très bien. Je vais vous prendre quelques exemples de choses qu'on met souvent dans nos projets ou qui sont des buzzwords à la mode, qu'on met dans nos projets sans trop y réfléchir. Et je vais vous faire brièvement la partie qui n'est pas faite dans les autres conférences en vous disant c'est bien, mais en fait, il y a quand même quelques contreparties. On va commencer par les très classiques microservices, parce que c'est facile. On nous vend les microservices en disant c'est super, ça va réduire le couplage. Ça peut. Ça peut. Je reviendrai dessus derrière. Ça va permettre de faire des déploiements séparés. Effectivement, si on commence à réfléchir à notre application sous forme de microservices, on va pouvoir mettre à jour certaines parties de notre application, la déployer petit à petit. Mais ça a quand même un coût derrière à faire. C'est pas si simple que ça. Et par contre, là où les microservices brillent vraiment, c'est la scalabilité. Ça va nous permettre d'avoir des parties de notre application sur lesquelles on va pouvoir donner de l'infrastructure différentes, plus de CPU, plus de RAM, ainsi de suite, plus de réseau, peu importe, pour leur permettre de tenir, parce qu'on n'a pas la même charge à prendre en fonction des zones de notre service informatique. Malheureusement, ce qu'on nous dit assez rarement quand on commence à faire des microservices, c'est que comme on fait du distribué, on a gagné tous les problèmes de la complexité du distribué. Donc ça veut dire qu'il va falloir commencer à gérer des retries, à gérer des circuits breakers, quand un service distant ne va pas être disponible, savoir ce qu'on doit faire dans ces cas-là. Il va falloir être en mesure de gérer de l'infrastructure, à un autre niveau que ce qu'on fait quand on déploie un monolithe. On va aussi avoir des latences réseau. Quand nos services vont commencer à s'appeler les uns les autres, on va avoir tous ces appels qui vont impacter notre utilisateur. On disait tout à l'heure que les déploiements séparés, c'était hyper cool. C'est vrai, mais ça implique de savoir faire des déploiements séparés. Et c'est pas si simple. On a tous les problèmes de versionning. On peut avoir des services qui doivent communiquer avec des services de différentes versions. La réduction du couplage, c'est vrai aussi, si on sait découper. Ce que je disais tout à l'heure, si on a une très mauvaise connaissance de son métier, on risque de faire des services qui en fait restent très très couplés les uns avec les autres. Et donc on va se retrouver dans ce qu'on appelle un monolithe distribué. Et donc on aura toute la complexité du monolithe, on aura l'espèce de bouillie du monolithe, avec en plus toute la complexité du distribué et des appels réseau de tous les côtés. C'est pas hyper cool. Et on nous dit rarement que maintenant qu'on a du microservice, si on veut comprendre ce qui se passe et pourquoi ça se casse la gueule, il faut du monitoring et être bien meilleur que ce qu'on sait faire jusque-là. On s'est pris une bonne vote cette semaine chez nous, c'était pas drôle. Le deuxième, qui est hyper à la mode aussi, c'est GraphQL. GraphQL, c'est hyper cool si on veut avoir une API qui permet de servir des petites réponses et de diminuer le nombre de requêtes pour chacun de nos clients. C'est là où c'est vraiment cool, c'est qu'on ne va pas être spécifique du tout à des clients, on va pouvoir faire des choses vraiment avec de l'optimisation pour tout le monde. Malheureusement, on abandonne aussi des trucs au passage, et des trucs qui peuvent être vraiment intéressants en fonction de là où on se trouve. Dans un premier temps, on va abandonner tous les avantages d'HTTP, et notamment tout ce qui est cache HTTP. Ce qui veut dire que maintenant, notre serveur va prendre toutes les requêtes, il va manger toutes les requêtes de nos clients. Nos clients, pas bêtes, vont se dire, c'est un peu lent quand même de faire l'aller-retour. Ils vont commencer à mettre leur cache, chacun de leur côté. Donc on va avoir des stratégies de cache qui vont être différentes d'un client à l'autre. On va avoir des clients qui vont faire une stratégie de cache à un jour, donc ça veut dire qu'une donnée va être valable pendant un jour, et l'autre pendant 6 mois. Ce qui veut dire qu'en fonction du client sur lequel on se connecte pour voir une information, on n'aura pas du tout la même information face à nous. Donc ça peut déstabiliser les utilisateurs. À partir du moment où nos clients mangent nos serveurs mangent toutes les requêtes, et qu'on veut quand même qu'ils répondent de manière rapide, il va falloir optimiser pour chacune des requêtes qu'ils peuvent manger. Et comme ils peuvent manger un grand nombre de requêtes avec énormément de paramètres, c'est-à-dire qu'il faut optimiser pour tout. Ce qui devient aussi beaucoup plus compliqué. Le dernier point, parce que je suis un peu fanboy d'autres trucs, quand même, côté REST, on va abandonner les hypermédias. Ça veut dire qu'on va plus être en mesure de communiquer l'état de notre système, de communiquer les actions possibles. Ce n'est pas encore prévu par GraphQL, pas bien prévu en tout cas. Un dernier exemple, qui est vraiment pris pour acquis, c'est les SPA.
Ça fait tous un moment qu'on bosse, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, ça fait un moment qu'il y a des SPA qui sont possibles. Et on se pose vraiment plus la question maintenant de se dire est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. C'est un peu devenu le système de base. Si on doit faire un client, on va faire un client web avec une SPA. Les SPA, c'est cool. Ça fait des interfaces fluides pour nos clients. Et ça permet d'avoir un état qui est géré au niveau du client. Donc on va pouvoir imaginer des choses telles que faire de l'offline. Donc on va pouvoir avoir une expérience hyper immersive pour nos utilisateurs. Malheureusement encore, tout ça a un coût. Les SPA, quand on les met en place, on va devoir se taper déjà la création d'une API. Donc ça veut dire qu'on va sans doute avoir dans l'équipe des dev back et des dev front, ce qui a un coût. Alors qu'avant, on pouvait peut-être se débrouiller avec juste des dev back. On va avoir de la distribution de la logique métier. La logique métier qui était concentrée à un endroit dans le back, elle commence à partir aussi dans le front. Et on a, c'est un peu un troll, tous les problèmes de tooling front à prendre en compte, qui peuvent être aussi un peu fatigants. J'ai pris des exemples en parlant de système d'architecture ou de technologie carrément, mais en fait, il y a beaucoup de choses d'autres qu'on fait avec notre code où on ferait peut-être bien de se poser un peu plus de questions. Tout ce qui est optimisation prématurée. Se dire, là, on va optimiser toutes nos boucles pour être sûr d'aller très vite. Peut-être, mais ça va aussi avoir des conséquences dans le futur, on va avoir plus de mal à maintenir notre code. Des abstractions prématurées. Vous avez peut-être tous joué à ce jeu, en tout cas nous on l'a tous fait au travail, qui est de se dire, j'ai ça comme demande, je vais prévoir toutes les demandes de demain, et comme ça, si demain on me le demande, je pourrais le faire en 2 heures. Évidemment, 6 mois plus tard, quand la demande est arrivée, c'était le seul cas auquel on n'avait pas pensé, et donc on a dû détricoter toute la pression ou mettre des passes de tous les côtés pour pouvoir aller modifier ce qu'il y avait à l'intérieur. En gros, ça ne servait à rien. Tout ce qui est ajout de code pour le futur, mettre une librairie pour, par exemple, gérer de l'offline sur un front-end en JS, c'est bien, mais si on n'a pas besoin de faire de l'offline pour le moment, à quoi bon? Peut-être que dans 2 ans, quand on va faire de l'offline, il y aura une bien meilleure solution qui sera mise en place. Et donc, en fait, on va se priver de pouvoir utiliser une solution plus récente et peut-être mieux. Et il y a aussi un autre exemple qui est, pour ceux qui s'intéressent au domaine Driven Design, on peut avoir, une fois qu'on est retombé là-dedans, avoir envie d'utiliser les patterns tactiques de tous les côtés et donc de tout modéliser avec beaucoup plus de complexité que ce qui est nécessaire. On pourrait peut-être utiliser du CRUD par endroit. En gros, toutes les choses, on se dit si un jour, est-ce qu'on ne ferait pas pour s'ouvrir une porte pour demain? Il faut savoir que l'ouverture d'une porte, finalement, peut avoir un coût. Donc à partir du moment où on se pose la question de savoir si on commence notre phrase en disant si un jour on ferait bien de le mettre chez nous, ça serait peut-être bien de se poser la question inverse, c'est si ce jour-là n'arrive pas, qu'est-ce qu'on aura dépensé pour en arriver là? C'est pas forcément une idée très bonne de toujours anticiper le futur. Surtout qu'on est plutôt assez mauvais à ça. Faut l'admettre, quoi. Cette conférence, c'est juste un appel à ce qu'on se dise tous ensemble, en rentrant chez nous, on a peut-être une stack pourrie, il y a d'autres technos mieux, mais faisons simple et ça se passera mieux. Quand je parle de simple, je ne parle pas de facile. Et c'est là que ça commence un peu plus. La simplicité, c'est une mesure objective. C'est quelque chose qui est lié à la complexité. C'est stressant. La simplicité, elle dépend vraiment du nombre d'éléments qu'on doit avoir dans la tête pour comprendre le système. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on devra tous avoir au final le même nombre d'éléments pour apprendre un système. En revanche, la facilité dépend vraiment de chacun d'entre nous. Elle dépend de notre vécu. Elle dépend des choses qu'on sait. Elle dépend des choses qu'on a appris, de notre expérience. Par exemple, on peut voir qu'un bug qu'il faudra fixer, qu'on pourrait fixer assez facilement, chacun d'entre nous sait le faire. Quand on débute, on est capable de le faire en allant mettre des ifs à 15 endroits différents dans notre base code. Ça marche, on va corriger le bug. C'est relativement facile à faire. Mentalement, il faut repérer les 15 endroits et on le fait. Le problème, c'est que la prochaine fois qu'on devra modifier le code, il faudra penser à ces 15 endroits. Donc on a augmenté la complexité totale de notre système. En revanche, quelqu'un qui connaît bien la programmation objet, par exemple, qui maîtrise bien le polymorphisme, pour être en mesure de corriger, en modifiant le système, de corriger le bug, en allant modifier un seul endroit uniquement. Quelqu'un qui ne connaît pas la
pour quelqu'un qui ne connaît pas la programmation objet, évidemment, le polymorphisme est quelque chose de compliqué. Donc ça dépend vraiment de chacun. Évidemment, on ne va pas faire simple juste pour le plaisir. On va faire simple pour gagner du temps. Et on ne va pas gagner du temps juste pour le plaisir non plus. On va gagner du temps pour faire autre chose. Je pense que, pareil, on bosse tous dans des endroits où les personnes avec qui on travaille, les gens qui ne sont pas développeurs, qui ne sont pas dans l'équipe tech, aimeraient qu'on fasse d'autres fonctionnalités. Ils ont tous tout un tas de problèmes à régler et ils se demandent un peu ce qu'on fait de nos journées quand on n'est pas au baby-foot. Et ils aimeraient qu'on les aide un peu plus. Donc si on fait des trucs plus simples et qu'on arrive à les sortir plus vite, ça sera peut-être l'occasion de faire enfin d'autres fonctionnalités, de résoudre d'autres problèmes. Puisqu'on a gagné du temps, on peut peut-être aussi passer un deal avec nos employeurs et se dire on va se former. C'est pas parce que des trucs nouveaux sortent et que je suis un peu en train de les troller qu'il n'y a pas des bonnes choses à apprendre. On peut apprendre énormément en utilisant d'autres outils. Ça peut être l'occasion de faire des POC pour savoir si on pourra les mettre en place plus tard. En se formant, on peut aussi aller regarder tout ce qui a été fait dans le passé. On n'est pas très très bon pour se rendre compte que tous les nouveaux concepts qui sortent maintenant viennent assez en général si on remonte aux années 70, au début de l'informatique, et aux mathématiques si on revient encore avant. Donc il y a vraiment des choses qu'on peut creuser si on se regarde ce qui a été fait, si on prend le temps de se former. Évidemment, c'est un deal à passer avec nos employeurs, sinon on doit le faire chez nous. Ça permet également de créer de la valeur plus rapidement. Si on commence un projet et que pour avoir quelque chose en ligne, ça nous prend 1 an, c'est 1 an où on ne va pas gagner d'argent. En revanche, si ça nous prend beaucoup moins de temps, on va pouvoir mettre quelque chose en ligne, commencer à gagner de l'argent, et donc renflouer, continuer d'avoir un peu d'argent qui rentre dans nos caisses, plutôt que si on est une start-up, cramer son compte en banque en 1 an et mettre la clé sous la porte. Ce qui n'est pas forcément terrible. À propos de création de valeur, un autre type de valeur, c'est la connaissance. Si on met des choses dans les mains de nos utilisateurs, on va être en mesure de savoir si on répond vraiment à leurs problèmes. Je pense que, pareil, une fois de plus, on a tous joué à ce jeu-là, surtout si on est dans des équipes pas vraiment agiles, de se dire, ça c'est les specs, on est parti, on fait tout le truc, ça prend 6 mois, au bout de 6 mois, on le montre à nos utilisateurs, ils nous font, c'est exactement ça qu'on avait demandé, mais c'est complètement inutile. Bon, c'est pas terrible. Alors que si, petit à petit, on leur avait montré, peut-être toutes les 2 semaines, à chaque fin de sprint, on leur avait montré là où on était, ils auraient pu nous dire, c'est bien, là ça me va, on continue dans cette direction-là, ou alors, non, pas du tout, en fait, on s'est mal compris, on redirige petit à petit. Ça permet d'éviter de trop se vautrer sur le produit à la fin. Évidemment, si quelque chose est simple, qui est plus facile à appréhender, si on est capable de le faire rentrer facilement dans notre tête, ça va être plus facile à modifier. Aussi bien pour nous quand on va revenir sur le truc 6 mois plus tard, ou pour le développeur qui nous remplacera quand on sera barré parce qu'on aura laissé un truc un peu chiant à maintenir. Donc, c'est aussi, la simplicité, c'est aussi un gage de qualité pour l'avenir de l'entreprise. Un autre point qui est à prendre en compte, c'est que faire simple, ça diminue aussi énormément les risques. Derrière moi, il y a les résultats d'un rapport qui est fait tous les ans par le Standish Group qui s'appelle le Chaos Report. Et ils analysent énormément de données, ils regardent plein de projets en fonction de leur taille et ils voient si ces projets ont réussi ou ont échoué. On se rend compte que 90% des gros projets échouent, selon ce rapport. Alors ils échouent de 2 manières. Soit ils ne sortent pas, bel échec. Soit ils sortent, mais hors délai, hors coût, ou avec un set de fonctionnalités qui finalement ne vaut pas le coup. Autant dire que c'est un peu de l'argent jeté par les fenêtres. Alors qu'un petit projet, les 3/4 sortent de manière satisfaisante. Autre point, ça permet de combattre le biais des coûts irrécupérables. Je ne sais pas si dans la salle, il y a des gens qui jouent à des jeux sur mobile, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai l'impression de faire du stand-up en plus, c'est trop bien. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on commence à jouer sur un jeu mobile et qu'on achète un item dessus, on n'a plus envie d'arrêter. Ça s'appelle le coût des biais irrécupérables, le sunk cost fallacy en anglais. Et ce coût, en fait, fait qu'à partir du moment où on a investi quelque chose, dans quelque chose, que ce soit de l'argent, du temps, même de la passion, on va avoir du mal à s'en débarrasser, à arrêter. Ça peut être un problème quand on est sur des projets où en fait on a commencé le projet, on y a mis énormément de temps, d'argent et de passion, en fonction de où on se trouve dans l'entreprise. Et un jour on nous dit mais en fait ce projet il est relativement pas terrible, il répond pas à nos besoins, et en fait on va continuer d'investir dedans, alors que ce serait peut-être beaucoup plus simple de le mettre à la poubelle, de repartir de zéro avec les connaissances qu'on a maintenant, et de faire les bons choix, ou en tout cas d'autres choix.
Le premier point, on va un peu sur la partie plus ou moins solution, ça va être de se demander quel est le problème à résoudre. S'il n'y a pas de problème, c'est plutôt bien. S'il n'y a pas de problème utilisateur, a priori, on peut tous partir en local, et c'est hyper cool. S'il n'y a pas de problème technique et qu'on essaye quand même de mettre des solutions techniques, il faut peut-être qu'on se pose des questions et qu'on se mette en tant qu'équipe et qu'on essaye de comprendre pourquoi on veut le mettre. Est-ce qu'on essaye de résoudre un problème imaginaire? Un exemple de problème imaginaire, c'est de se dire, demain, on aura 2 millions d'utilisateurs connectés sur notre plateforme. Actuellement, on est une start-up de 5 personnes et on a à peine 20 personnes par jour qui viennent se connecter. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'imaginer que demain, on aura 2 millions d'utilisateurs dès maintenant? Pas forcément. On peut le faire aussi pour le kiff, pour se marrer. On a envie d'essayer une techno, ça passerait à peu près, on essaye, on y va. Le seul truc, c'est que mettre une techno qu'on ne maîtrise pas en prod, et juste pour essayer, c'est un peu faire un proto, et en général, on se vautre. On ne maîtrise pas tout. Est-ce qu'on n'est pas en train de le faire par CV-driven development? Cette petite tendance qu'on peut avoir à se dire, tous mes copains, ils sont recrutés parce qu'ils font, souvent c'est du React, chez nous, pour le web. Tout le monde fait du React, c'est ça qui permet de se faire recruter. On va essayer de mettre du React dans notre stack, comme ça, demain, si je veux me barrer, je saurais faire du React. Ou alors par cargo occulting. Je vous laisse repenser aux Mélanésiens qui ont fait des avions en papier, non, en bois, pour faire venir d'autres avions, parce qu'ils avaient vu les Américains le faire. On n'est pas obligé non plus de faire comme eux et de regarder ce que font les Américains et d'aller mettre, choisissez la techno que vous voulez, pour faire comme eux. Ce n'est pas forcément nécessaire. Ils n'ont pas forcément, les GAFA n'ont pas forcément les mêmes problèmes que nous, les mêmes infrastructures que nous, les mêmes équipes, les mêmes besoins, le même matériel, ainsi de suite. Essayez de trouver plusieurs idées. Si vous vous lancez sur une idée, essayez d'en trouver d'autres. Essayez de les faire se combattre, essayez de les mettre en relation les unes avec les autres pour voir quelle est la meilleure piste. Si vous allez voir des confs qui vous vantent un article, oui, parce qu'au final c'est de la vente, qui vous vantent une techno, essayez de voir des gens qui, en face, font un retour d'expérience. Regardez des gens se planter. En plus d'être drôle, on apprend des trucs. Mauvais fond. Donc vous pouvez essayer de voir différentes choses, essayer de voir différents retours d'expérience. Pour chaque article positif, essayez d'en trouver au moins un négatif, ça peut être intéressant. Si on prend l'exemple d'une Big Ball of Mud, donc là c'est quand on a un couplage qui est plutôt intéressant, ou quand on va aller modifier le système de compta, on va aller faire péter le système de commentaires à l'autre bout du site. On ne sait pas trop pourquoi, mais ça arrive. Quand on parle de Big Ball of Mud, la solution évidente, évidemment, c'est de crier au microservice. On aura tout découplé, ça va hyper bien se passer. Je disais au tout départ que partir sur les microservices, ça nécessitait de comprendre son métier pour être capable de bien découper, pour éviter de se retrouver dans une position où on a encore cette Big Ball of Mud, mais distribuée. Il y a d'autres solutions. En fait, avant de rentrer dans le problème distribué, on peut penser à autre chose. Je fais du PHP, donc je vais parler de PHP. Peut-être dire des mots un peu à la con en Java, histoire que d'autres gens comprennent. On va voir. Une idée peut être de faire un monolithe modulaire. Dans ce monolithe, on va se mettre d'accord en tant que développeur, on va mettre des conventions en disant ces modules-là, ils ont pas le droit de se parler. Pas directement, en tout cas. En PHP, on peut le faire avec des namespaces. Se dire ces namespaces-là, ils concernent telle zone du domaine. Ils parlent de ce type de choses-là dans le domaine. Ils parlent de la comptabilité. Celui-là, il parle des commentaires. Et le code ne doit pas être partagé entre les deux. Ça, c'est le premier point. On peut faire ça. J'imagine que c'est les namespaces en Java, je crois. Les packages en Java. Une autre solution, si on n'a pas confiance dans son équipe pour être capable de se forcer justement à faire un beau découpage, ça peut être de faire des librairies qu'on va importer au sein d'un monolithe. En PHP, on peut faire ça avec Composer. Donc on va faire des librairies qu'on va mettre côté Composer, on va avoir notre code qui va être propre à l'intérieur, et on va les récupérer via Composer. Et dans ce cas-là, notre monolithe, il est juste là pour servir d'infrastructure. Il va être là pour prendre en entrée les requêtes HTTP, pour passer les demandes à la base de données et envoyer des messages dans un bus ou ainsi de suite. Mais on voit bien que tout le code métier va être séparé ailleurs et pas couplé. Donc on voit qu'il y a des solutions. Si notre problème, c'est vraiment un problème de couplage, parce que ça freine nos équipes, parce que notre code pète de tous les côtés, et ainsi de suite, avant de rentrer dans les microservices, on peut déjà faire des choses.
API, la guerre du moment, évidemment, REST et GraphQL. GraphQL et le REST 2.0, c'est le futur, c'est vraiment mieux. Oui, pourquoi pas. GraphQL est extrêmement pertinent si on veut, je le disais encore tout à l'heure, si on veut être en mesure d'avoir différents clients qui viennent chercher des informations avec des petites réponses et en faisant un minimum de requêtes. REST, de l'autre côté, est beaucoup plus pertinent si on a envie de transmettre du sens métier, si on veut pouvoir dire dans quel état se trouve notre système et quelles sont les actions que peut prendre le client. Si notre but, c'est de réduire la taille des appels REST en disant « ouais, quand on suit REST avec l'Aitoaz, on va devoir faire 15 appels », en fait, il y a des solutions aussi intermédiaires. Par exemple, il y a JSON API qui est un format qui propose de faire des includes. Donc les includes vont nous permettre d'aller embarquer d'autres ressources au sein de la ressource actuelle. Par exemple, chez nous, ça nous permet d'aller récupérer pour un voyageur tous les voyages qu'il a fait. Ça nous permet d'éviter de faire un appel à chaque fois, enfin de faire 2 appels différents. Et si on veut réduire la taille de nos réponses, ils permettent aussi de spécifier quels sont les champs qui nous intéressent et donc de réduire aussi la taille de la réponse. Donc ce n'est pas spécifique à GraphQL. Il y a d'autres solutions qui le permettent. En fonction de là où on se trouve, on peut aussi s'intéresser à d'autres patterns. Je parle du backend for front-end pattern. L'idée, en fait, en parlant de celui-là, c'est juste de se dire qu'il y a des choses qui sont marketées, dont on entend vraiment parler. C'est le GraphQL et REST, mais il y a des choses au milieu qui font d'autres choses. Et donc, il faut aussi creuser parfois. Les solutions ne tombent pas toutes crues dans la bouche. Il faut aussi parfois aller chercher et s'intéresser à ce qui est possible autrement. L'idée du backend for front-end, c'est de faire un backend pour chacun de nos clients. Ça nous permet, donc il faut avoir évidemment assez peu de clients, sinon on ne scale pas. C'est bien pour ça que Facebook fait GraphQL, c'est parce qu'ils ouvrent leur API à énormément de clients. C'est l'intérêt pour eux. Le backend for front-end, en revanche, on va faire une API pour chacun de nos clients. Ça veut dire qu'on va pouvoir avoir un serveur qui est extrêmement optimisé pour chacune des demandes du client, parce qu'on va le développer exprès pour lui. On mettra pile poil les champs qui l'intéressent, et on fera les requêtes optimisées pour chacune de ces demandes. Si on veut lire les données dans notre module et éviter du couplage, on a aussi d'autres solutions auxquelles on ne pense pas. En tout cas, ça fait pas très longtemps que j'y pense, et j'ai vu assez peu de gens en parler, donc j'imagine que je ne suis pas le seul. La solution bête, quand on a un module A qui a sa propre base de données avec ses données, c'est d'aller, et qu'on a un module B qui doit accéder aux données du module A, c'est d'aller lire directement dans la base de données du module A. On l'a fait, je pense. Ce n'est pas une très bonne idée le jour où, pour permettre à A d'évoluer, on va vouloir changer la manière dont sont stockées ces données dans la base de données, on va devoir aussi aller modifier le module B. Donc on a un couplage très fort, ce qui n'est pas très intéressant. Dans ces cas-là, on se dit on va faire une API. On va développer du code spécifique dans le module A pour permettre à B d'aller chercher la donnée. Ça peut être une API web ou ça peut être une API avec du code. Donc on va développer une interface dans notre langage et dans notre langage pour permettre à B d'aller chercher l'information. Ça veut dire qu'on va devoir commencer à modéliser une API, à voir quels sont les types de requêtes nécessaires qui peuvent intéresser B, et donc de faire un set de requêtes possibles, et donc de ne pas prévoir une exhaustivité des requêtes. Un autre truc qu'on pourrait faire, si on a une base de données qui permet d'avoir des vues, ça peut être de créer une vue avec notre base de données. À partir de là, on va permettre à B d'accéder directement à la base de données, mais en disant tu n'as le droit de taper que sur ces vues-là. Et générer une vue à partir des données de la base de données, c'est quelque chose qui est extrêmement simple à faire. C'est préparer une query si on fait du SQL. L'intérêt, c'est qu'on va être en mesure maintenant de découpler. Si on veut changer la manière dont sont stockées les données dans le module A, il faudra changer la manière dont est créée la vue. C'est juste une migration de base de données à faire, c'est très simple. Et on va plus être couplé. L'autre intérêt, c'est comme on est sur un langage de query en SQL, on va pouvoir faire un grand nombre de queries qu'on serait potentiellement pas capable de faire ou pas facilement si on avait développé notre API. Avec du SQL, c'est extrêmement facile de faire des selects avec des where, de faire des sorts, de gérer des notions d'ordre et ainsi de suite. Donc ça, évidemment, ça facilite forcément la chose. Évidemment, on commence à voir qu'il y a aussi une notion de contexte à prendre en compte. Que toutes ces solutions, en fonction de là où on se trouve, l'API par exemple, on ne va pas pouvoir permettre à n'importe qui d'accéder à notre base de données. Donc on sera peut-être obligé finalement de faire une API.
Le contexte, quand je parle de contexte, je parle évidemment de nos utilisateurs. En fonction des utilisateurs, des personnes à qui on veut rendre service, on ne va pas mettre la même chose en place. Si on veut faire une interface graphique et que nos clients sont des développeurs, faire une CLI finalement, c'est peut-être pas si déconnant que ça. Si c'est pour Madame Michu, peut-être que là, il faudra faire une SPA pour vraiment l'embarquer, pour pouvoir la guider le mieux possible. Si on veut faire un back-office pour nos utilisateurs internes, peut-être qu'un gros site en PHP à la papa, avec toutes les pages qui se reloadent en permanence, c'est peut-être pas si mal que ça. Il faut voir aussi quelles sont les qualités attendues. On n'attend pas les mêmes qualités en fonction de nos clients. Je vous invite à aller regarder une conférence qui a été faite au Forum PHP il y a 2 ans, par Jean-François Lépine sur la qualité. Je vais me planter sur le titre, donc je ne vais pas vous donner le titre. Mais l'idée de cette conférence était de se dire qu'en fonction de ce qu'on veut faire, on va attendre différentes qualités et qu'on ne va pas pouvoir avoir toutes les qualités en même temps. Donc il va falloir faire un choix sur nos qualités. Par exemple, si on veut quelque chose d'extrêmement rapide, on va peut-être devoir s'asseoir sur la maintenabilité à long terme. Parce qu'on va mettre des hacks de tous les côtés, avec du cache et ainsi de suite, et qu'il faudra maintenir tout ça. Donc ça ne va pas forcément être évident. L'équipe. En fonction de ce qu'on veut développer, on ne va pas forcément mettre la même équipe. Dans un premier temps, déjà, on va se dire qu'on ne va pas mettre des technos que l'équipe ne maîtrise pas. C'est aussi se tirer une balle dans le pied, de dire on va mettre un truc en prod, personne ne connaît, et on y va. Si vous avez personne qui est bon en infra chez vous, évitez Kubernetes. Ça va être un fiasco. On peut aussi prendre le problème à l'envers et se dire est-ce que ce serait pas malin de former les équipes en fonction des qualités attendues? Si on veut quelque chose d'extrêmement rapide, d'extrêmement optimisé, ça vaut peut-être le coup d'aller chercher le développeur qui connaît le langage sur le bout des doigts et qui va être capable d'optimiser toutes les boucles pour que ça aille hyper vite. Ou si on veut avoir quelque chose d'extrêmement beau, ça vaut peut-être le coup d'avoir le développeur qui est passionné de design à côté et qui veut vous faire la SPA la plus innovante du monde. Évidemment, le budget. Si on n'a pas de thunes, on peut être un peu bloqué. Par exemple, sur des licences, on ne va pas pouvoir prendre tous les outils qu'on pourrait vouloir en fonction de l'argent qui est disponible. Évidemment, les deadlines. Si on doit faire quelque chose, si on a un budget en temps extrêmement court, on va se concentrer sur les besoins primaires de nos utilisateurs et on va éviter d'en faire trop. On va vraiment revenir sur l'essentiel du projet. Une bonne idée, une fois qu'on a étudié le contexte, ça peut être c'est d'avoir un récapitulatif, de se dire, on sait qu'on évolue dans tel contexte et d'en prendre note. L'intérêt, c'est de se dire, quand on prend une décision dans l'équipe, de revenir à ce contexte et de se dire, cette décision, ok, cet outil dont tu nous parles, il pourrait être extrêmement pertinent. Malheureusement, là, dans le contexte dans lequel on se trouve, on ne va pas pouvoir payer telle licence ou ça va vraiment nous prendre beaucoup trop de temps à mettre en place. Donc ça permet de prendre des décisions sans que ça devienne quelque chose de vexant pour quelqu'un, par exemple. Ça peut être un moteur d'empathie. L'autre intérêt, c'est aussi de se protéger de l'extérieur. Quand un client vient nous demander quelque chose, on peut lui dire, en fait, on s'était mis d'accord au départ, la beauté, ce n'était pas quelque chose qui vous intéressait. Ok, c'est un peu moche, mais en même temps, vous avancez beaucoup plus vite qu'avant. Finalement, c'est pas si mal que ça pour vous. Maintenant qu'on a le contexte et qu'on a différentes solutions, il va falloir peser les pour et contre. Chaque solution ne se vaut pas en fonction du contexte. Quand on parle de pour et contre, ça peut être bien aussi d'avoir dans la salle des gens avec des perspectives complètement différentes. D'avoir les vieux cons, qui aiment les vieilles techno, un peu chiantes. D'avoir les jeunes cons qui aiment les trucs un peu hipster, qui veulent à tout prix mettre du React partout. On va avoir des perspectives différentes, ça fera des discussions intéressantes entre tout le monde. Ça peut être bien d'avoir des backs, des fronts, parce qu'on a tous tendance à prêcher pour notre paroisse, et ainsi de suite. Un autre truc à voir, c'est quelque chose qui peut être vu comme négatif dans un certain contexte, peut être un avantage dans un autre. Si on prend l'avantage, si on parle des SPA, où on a dit que c'était plutôt un inconvénient de devoir développer une API, si on sait que dans 6 mois, on va devoir développer une appli mobile, peut-être que finalement, développer l'API maintenant, c'est peut-être pas si con que ça. Je pense que vous commencez à avoir compris que quand je vous ai dit vous n'avez pas besoin de ça, c'était pas tout à fait vrai. Déjà, je suis personne pour vous dire ce dont vous avez besoin, et a priori, personne n'est en mesure de vous dire ce dont vous avez besoin, donc les écoutez pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous n'avez peut-être pas besoin de ça, donc réfléchissez-y avant de vous lancer sur quelque chose. L'autre point, c'est que vous n'avez peut-être pas besoin de ça maintenant. Le contexte peut évoluer. Peut-être que demain, ça sera pertinent pour vous d'avoir une API GraphQL parce que vous devrez servir énormément de clients, alors que pour le moment, vous aviez juste un seul client qui était votre appli web. À partir de là, il va falloir être en mesure de pouvoir modifier le code. Et c'est là que ça commence à devenir vraiment compliqué.
Cette conférence n'est pas du tout un appel à faire du code dégueulasse. Pas du tout. Je veux qu'on soit tous d'accord là-dessus. Si vous voulez être en mesure de modifier votre code, ça veut dire qu'il faut faire du code de qualité, donc avoir les bases, vraiment. Passer du temps. Quand on parlait de se former au départ, n'hésitez pas à revenir vraiment sur les bases. Avoir des tests, s'y connaître en refactoring, qui n'est pas forcément le truc le plus simple à apprendre, mais en fait, c'est assez challengeant et assez drôle. Pour conclure brièvement, on a plusieurs mantras en tant que dev. On a le KISS, Keep it simple, stupid. Faites des choses simples. Vous vous embarquez pas dans des trucs compliqués, en fait. Restez vraiment, ou complexes, d'ailleurs, pardon. Essayez de faire des trucs qui se comprennent bien, ou n'importe quel développeur qui arrive sur votre projet, il est capable de lire le code et de comprendre ce qui se passe. Il n'y a pas tout un tas de magie derrière qu'il doit décoder. You ain't gonna need it. Si vous n'en avez pas besoin aujourd'hui, considérez que vous n'en aurez jamais besoin. Comme vous avez fait des trucs propres et simples, si demain vous devez rajouter quelque chose dans votre projet, parce que le contexte a changé, parce que vous avez différents besoins, vous allez être en mesure de modifier votre code et d'incorporer ce dont vous avez besoin. Donc ne le faites pas en avance. C'est potentiellement vous ralentir maintenant et vous fermer des portes pour demain. Revenez au problème. Demandez-vous pourquoi vous faites quelque chose. Demandez-vous quel problème résout un outil quand vous le mettez dans votre stack. Étudiez le contexte. Demandez-vous avec qui vous travaillez, quels sont les véritables besoins, quelles sont vos contraintes. Ne partez pas bille en tête en vous disant « on va faire ça parce que c'est hyper cool ». Cherchez plusieurs solutions, pareil. Mettez-les en relation, réfléchissez-y. Pour chaque solution qui a l'air hyper cool, essayez d'en trouver d'autres, peut-être un peu plus chiantes. Faites l'exercice de trouver des trucs chiants, ça peut être une bonne idée. Et pesez bien les pour et les contre de chaque solution. Vous n'avez peut-être pas besoin de ça maintenant. Merci. Et on a 3-4 minutes pour les questions. Essayez de ne pas me troller autant que j'ai trollé. S'il vous plaît. Au pire, je répondrai, ça dépend. Oui, bonjour. Ouais. Voilà, je voulais juste poser une petite question. Vous parlez beaucoup de buzzwords, etc. Mais au final, ce qu'on remarque souvent dans les sociétés, c'est souvent les commerciaux qui vont utiliser ces buzzwords pour essayer de recruter les jeunes développeurs. Du coup, moi, je suis un petit peu d'accord avec vous. Ça sert à rien de partir que sur des technos nouvelles. Il y a des technos un peu plus anciennes qui sont toujours d'actualité, qui sont très utiles. Mais ma question, c'est comment est-ce qu'on peut arriver à convaincre les jeunes développeurs que non, faut pas tout de suite partir sur React, faut pas tout de suite partir sur ce genre de techno. Il y a forcément des trucs qui existent et où ils ont la maîtrise justement qu'ils peuvent utiliser tout de suite. Ouais. Alors cette conf, elle est née de ce qui s'est passé dans mon équipe. Il ne faut pas qu'ils la voient parce que ils vont me détester. Mais c'est vrai qu'on peut avoir tendance, quand on recrute des gens, à leur dire vous allez faire ça comme techno. Et après, c'est extrêmement dur de leur expliquer que ils vont pas faire ça. Et en fait, nous, du coup, on a fait les technos qu'on avait vendus parce qu'on est honnête et on leur a dit vous allez faire ça, donc on va le faire. Et ça a été un peu problématique par la suite parce que c'était pas forcément adapté à notre contexte. On a eu pas mal de discussions après coup. Et il y a des développeurs qui étaient arrivés chez nous en disant, moi je vais reprendre l'exemple de React en disant vraiment React, on me l'a vendu, c'est normal qu'on en fasse sur le projet du coup. Et en fait on a eu des discussions en disant mais en fait tu te rends bien compte que là on a mis en place déjà on est une équipe de 4 alors que finalement on aurait été 2 fois moins nombreux. Ça serait peut-être allé aussi vite si on l'avait fait en PHP bêtement. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à côté, on a eu d'autres équipes, ou même dans l'équipe, on a sorti d'autres trucs. C'était pour un back-office interne. On a sorti d'autres back-office en disant, par contre, là, on n'a vraiment pas le temps. Et on l'a fait vraiment à l'ancienne. Et on voyait qu'en fait, nos utilisateurs, ils étaient très contents d'avoir des trucs un peu moches, qui se rechargeaient, pas très beaux, et finalement, ça faisait le taf. Et cette personne-là commence à se dire, ouais, finalement, en fait, vous avez peut-être raison, quoi. Nos utilisateurs, ils sont aussi parfaitement contents d'avoir un truc qui est pas très beau, qui est pas le truc qu'on m'avait vendu, mais on a tous un peu un sens du service, je pense. Et si on arrive à montrer que ça rend service à nos utilisateurs, on est déjà un peu content. Je pense que l'attaquer comme ça sur le sens du service, ça peut être assez cool. Mais c'est vraiment une question qu'on a. Et ouais, vous n'êtes pas convaincu. Ou t'es pas convaincu. Je sais pas si en tuto on se voit. Je sais pas ce que j'ai dit encore. Mais effectivement, c'est une question qu'on a nous et c'est pas simple. C'est vraiment un truc
on arrive sur de l'humain, mais vraiment le faire comprendre. Et c'est pour ça que je pense que le côté, la fiche de contexte, elle est importante, de vraiment partager ça avec tout le monde, en fait, de dire on fait pas ses choix juste parce que on est des vieux cons, on fait ses choix parce que c'est le plus pertinent maintenant, quoi. Et donc avoir toutes ces notions de business, dire bah, on va créer telle valeur, et si on fait ce projet en tel temps, ça va nous coûter tel argent, donc finalement le ROI du projet ne vaut pas le coup. Enfin, c'est peut-être aussi une notion de transparence. C'est dire ouais, si on le fait en 6 mois au lieu dans 2 semaines, ça vaut pas le coup de le faire, quoi. Donc, je pense que c'est ça. Mais on y travaille, et c'est vrai que c'est pas simple. Il y a un truc que j'ai oublié de vous dire, donc j'y pense. Il y a des gens qui parlent bien mieux que ça, de tout ça que moi. Et du coup, je vais mettre les slides en ligne et il y a tout un tas de liens qui sont liés, si vous voulez continuer à regarder des choses et apprendre sur tout ça. Donc j'y pense. Et merci pour ta présentation. Merci à vous.